Pour être honnête, je déteste les étrangers. Ces mots ne sont pas ceux d'un suprémaciste blanc. Ils sont prononcés par Dimakasso Makwena, une mère sud-africaine noire de 57 ans, qui vit dans un bidonville de Soweto. Son fils est accro aux drogues dures. Elle a cherché un coupable et elle l'a trouvé. Et ce coupable est l'étranger. Pas n'importe lequel. L'étranger noir. Celui qui vient du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi. Dimakasso soutient un groupe d'extrême droite nommé Opération Doudoula. Ce mouvement qui bloque les hôpitaux, chasse les enfants des écoles et traque les commerçants nigérians. Elle confie à une journaliste de la BBC, je cite, « Doudoula, c'est la seule chose qui me fait tenir. » Fin de citation. Ce que Dimakasso a oublié ou qu'elle n'a jamais appris, c'est que sans ces mêmes étrangers, sans la Tanzanie, sans la Zambie, sans le Nigeria, l'apartheid ne serait peut-être pas tombé. Bienvenue dans le Sociosophe. Aujourd'hui, nous racontons une histoire paradoxale, celle d'un pays libéré par l'Afrique et qui aujourd'hui mord la main de ses libérateurs. Nous parlerons de haine, d'ingratitude, d'hypocrisie royale, mais aussi d'initiatives citoyennes et d'espoir. Parce que sans une Afrique unie, nous ne nous en sortirons pas. Pour comprendre le drame, il faut remonter à l'origine du mal absolu. En 1848, le gouvernement sud-africain dominé par les Afrikaners instaure l'apartheid, un système d'oppression raciale unique au monde de par sa brutalité systémique. Les populations noires étaient parquées dans les réserves appelées les Bantoustans, privées de droits civiques, de terres fertiles, d'accès aux soins et à une éducation décente. Un crime contre l'humanité, dira l'ONU. Pendant plus de 40 ans, le régime de Pretoria humilie, torture et assassine. Et pourtant, malgré les sanctions internationales, l'apartheid tient. Mais l'Afrique, elle n'a pas attendu les résolutions de l'Assemblée générale. Dès les années 1960, un groupe informel de pays se constitue. Les États de première ligne, Frontline States. Une coalition de pays africains et frontaliers, mais aux implications concrètes. Ces pays sont la Tanzanie de Julius Nyerere, la Zambie de Kenneth Kaunda, le Botswana, le Lesotho, puis le Mozambique fraîchement indépendant, l'Angola et enfin le Zimbabwe. Des pays qui étaient pour la plupart pauvres, économiquement dépendants de l'Afrique du Sud, ont pris un risque colossal. Premièrement, ils ont offert l'asile politique à des milliers de militants de l'ANC et du Congrès panafricain. C'est à Lusaka, en Zambie, que l'ANC installe son quartier général en exil. C'est en Tanzanie que des jeunes exilés, dont certains deviendront plus tard ministres, reçoivent une éducation que leur refusait l'apartheid. Deuxièmement, ils ont aussi fourni un soutien militaire et logistique. Les camps d'entraînement d'Umkhonto Wesigwe, la branche armée de l'ANC, sont situés en Tanzanie, en Zambie, en Angola. Les armes et les fonds transitent par ces territoires, malgré les raids punitifs de l'armée sud-africaine. Comme le rappelle un chercheur, malgré les représailles économiques et militaires, les Frontline States ont fait preuve d'un engagement remarquable envers la solidarité panafricaine. Leur coopération transcendant les intérêts nationaux pour représenter un engagement éthique envers la libération de la région. Félicitations. Troisièmement, ils ont porté la lutte diplomatique sur la scène internationale à l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, et aux Nations unies. Et puis, il n'y a pas que les voisins immédiats.
Le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont eux aussi versé leur écho. Le Nigeria a formé des intellectuels sud-africains, donné des bourses, débloqué des fonds. Le Ghana sous Nkrumah a été un phare du panafricanisme, accueillant des exilés, finançant même des mouvements. C'est cette Afrique-là, solidaire, confiante en son destin, qui a permis à Nelson Mandela de sortir de prison en 1990 et de devenir en 1994 le premier président de son pays. Premier président noir de son pays. Mandela lui-même ne l'a jamais oublié. Dès son investiture, il a multiplié les voyages diplomatiques dans ces pays frères pour dire merci. Son successeur, Thabo Mbeki, a fait de la renaissance africaine le moteur de sa politique extérieure. Le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique, proclamait-il. L'Union africaine voyait le jour en 2002 avec le rêve d'une intégration économique et politique, les États-Unis d'Afrique. Et pourtant, à peine 30 ans après la fin de l'apartheid, ce même peuple sud-africain lynche, pille, expulse ceux qui l'ont autrefois sauvé. Les ressortissants du Nigeria, du Ghana, du Zimbabwe et du Malawi sont aujourd'hui en première ligne des violences xénophobes. Lorsqu'ils ne sont pas directement agressés, ils subissent un racisme ordinaire, une mise à l'écart social ou une diabolisation médiatique. Comment une nation née de la lutte contre la domination raciale peut-elle en venir à imposer elle-même une forme de ségrégation, cette fois contre ses propres frères noirs? Comment expliquer que des leaders d'opinion, jusqu'au roi Zulu, appellent publiquement les migrants à faire leurs valises? Cette question, c'est celle de la mémoire historique et de l'éducation. L'écrivain sud-africain Nkululeko Sibiya a raison. Je cite, « Les incidents xénophobes récurrents mettent en évidence le fossé qui se creuse entre les idéaux panafricains et les réalités vécues. » Fin de citation. Alors, comment retrouver le chemin de la fraternité perdue? Comment réconcilier l'Afrique du Sud avec son histoire et avec le reste du continent? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre, en analysant les racines du mal, les actes politiques qui l'instrumentalisent, les initiatives citoyennes qui tentent de le combattre et surtout les solutions concrètes pour sauver le rêve d'une Afrique unie. Parce que sans une Afrique unie, nous ne nous en sortirons pas. Revenons aux événements de mars-avril 2026 pour mieux en saisir les ressorts. Outre l'affaire du roi des Igbo et les violences contre les Ghanéens qui ont suivi, un autre protagoniste a mis de l'huile sur le feu. Le roi Zulu Mezozolo Kazuelitini, qui, le 26 janvier 2026, sur le site historique d'Isandelvana, où les forces Zulu vainquirent l'armée britannique en 1879, désigne les migrants noirs africains par le thème infamant de Kwere Kwere et leur ordonne ainsi, car leurs enfants nés en Afrique du Sud, de faire leurs valises. Quand bien même que ceux-ci auraient un conjoint ou des enfants sud-africains. L'hypocrisie de ce monarque crève les yeux. Sa propre mère et l'une de ses épouses sont originaires d'Eswatini, un royaume voisin. Le roi oublie commodément que sa famille proche est elle-même composée d'immigrés. Ce détail, loin d'être anecdotique, disqualifie moralement son discours et met à nu son pur opportunisme populiste. Car en désignant les plus vulnérables comme bouc émissaire, le roi ne cherche pas à résoudre les difficultés de son peuple. Il attise au contraire une haine aveugle, détournant la colère légitime des bidonvilles vers des cibles faciles.
Et ce faisant, il normalise la violence et légitime l'exclusion. C'est un danger pour la cohésion nationale sud-africaine et plus largement pour l'idéal panafricain. Une ironie supplémentaire vient alourdir le tableau. Le site d'Isandlwana symbolise la résistance zoulou contre le colonisateur blanc. Or, la rhétorique du roi contre les migrants noirs africains en ce lieu est une trahison de la mémoire et de la lutte anticoloniale. Il pervertit ainsi, par ses dires, ce lieu et cette lutte pour servir un nationalisme xénophobe, ce qui constitue une trahison de l'héritage de résistance de son propre peuple. Le 4 mai 2026, un groupe nommé Concerned Citizens and Voters of South Africa appelle à un shutdown national en exigeant le rapatriement de tous les étrangers avec documents ou pas. Les violences ne faiblissent pas et les diplomaties africaines commencent à s'impatienter. Pour comprendre ce désastre, il faut revenir à la fabrique de la politique migratoire sud-africaine après l'apartheid. Entre 1994 et 2002, le pays fonctionne sans véritable législation migratoire. Le débat est paralysé par des querelles internes à l'ANC et avec le ministre de l'Intérieur issu de l'IFP. C'est sous la pression donc de la Cour constitutionnelle que le Parlement adopte à la hâte l'Immigration Act de 2002. Le problème, soulignent les experts, est que cette loi est née sans qu'aucune politique globale ne l'ait précédée. Tara Polzer, du projet sur les migrations forcées de l'université du Witwatersrand, résume l'absurdité de lier le contrôle frontalier à la xénophobie. Je cite, « C'est comme dire qu'une femme qui porte une mini-jupe cherche à se faire agresser. » Fin de citation. Plus grave encore, une étude universitaire a conclu que l'Immigration Act de 2002 contient des clauses qui rappellent les politiques de l'apartheid. Dans un pays où l'intolérance envers les étrangers est déjà vive, le texte ne prend pas en compte le contexte explosif de sa mise en œuvre. Il contribue ainsi malgré lui au terreau xénophobe. Ce vide juridique, couplé à une application laxiste, crée un sentiment d'abandon dans les bidonvilles. Et c'est exactement ce vide qu'un mouvement comme Opération Doudoula va exploiter. Opération Doudoula naît à Soweto en juin 2021. Son nom signifie « forcer à partir » ou « forcer à sortir » ou « abattre » en zoulou. Son fondateur, Nalan Lux Dlamini, 36 ans, se fait connaître en défendant un centre commercial lors des émeutes de juillet 2021. Le terreau idéologique est sémé pendant la pandémie de Covid-19, quand les commerces tenus par des étrangers restent ouverts, tandis que les Sud-Africains subissent les confinements. Mais le véritable ciment de Doudoula, c'est la détresse personnelle canalisée en haine collective. La BBC a recueilli le témoignage de Dimakaso Makwena, 57 ans, mère d'un fils accro aux drogues dures, et ses mots sont glaçants. Je cite, « Pour être honnête, je déteste les étrangers. Comme j'aimerais qu'ils fassent leur valise et quittent notre pays. » Fin de citation. Et quand on lui demande pourquoi elle soutient Doudoula malgré la violence, elle répond, je cite, « Doudoula, c'est la seule chose qui me fait tenir. » Fin de citation. Les méthodes de Doudoula sont celles d'une milice. Raid, raquettes, fermeture forcée des commerces de migrants, blocage des hôpitaux publics. Le 31 juillet 2025, un bébé malawi d'1 an meurt après avoir été refoulé de 2 cliniques par le groupe. La justice finit par réagir. Le 4 novembre 2025, la haute cour de Johannesburg interdit à Doudoula de bloquer l'accès aux soins et aux écoles. En décembre 2025, la même cour somme l'État de prendre, je cite, « toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces violences ». Fin de citation. Le juge Stuart Wilson qualifie la xénophobie de menace majeure pour la démocratie et la décrit comme une autre forme de racisme. Pourtant, le flou financier demeure.
Le mouvement clame son indépendance, mais entretient des liens avec le patriotique Alliance de Gayton Mackenzie, parti d'extrême droite. L'artiste Mziki Matsvai dénonce publiquement l'opacité de son financement. En août 2025, le bascule est franchi. Opération Doudoula s'enregistre officiellement comme parti politique. Sa présidente, Zandile Daboula, assume un discours de rupture, je cite, « Nous voulons la priorisation des Sud-Africains ». Fin de citation. Ce passage du vigilantisme à l'arène politique menace l'idéal panafricain. Ce qui n'était que violence sporadique devient une force structurée capable de peser sur les lois. Les frontières qui divisent l'Afrique sont des absurdités. L'indépendance d'un seul État africain est dénuée de sens si elle n'est pas liée à la libération totale du continent. Ces mots de Kwame Nkrumah résument le rêve des pères fondateurs. Une Afrique unie, économiquement et politiquement intégrée, dépassant les traces du colonialisme. L'Afrique du Sud était l'enfant chéri de ce rêve. En exil, Nelson Mandela fut soutenu par la Tanzanie de Nyerere, la Zambie de Kaunda, le Nigeria, le Ghana, le Mozambique, l'Angola, la Côte d'Ivoire et j'en passe. L'ANC avait son quartier général à Lusaka. C'est grâce à cette solidarité concrète que l'apartheid a été vaincu. Aujourd'hui, cette mémoire s'efface. Combien de jeunes Sud-Africains savent que le Nigeria a formé des cadres de l'ANC? Que c'est la Tanzanie qui a accueilli Mandela? L'écrivain Nkululeko Sibiwa souligne que les incidents xénophobes récurrents mettent en évidence le fossé qui se creuse entre les idéaux panafricains et les réalités vécues. Un analyste de sécurité, Andrew Aseedo Tete, va plus loin. Il accuse l'État sud-africain de soutenir indirectement ces violences comme un moyen détourné d'expulser les étrangers. Selon lui, il préfère détourner le regard plutôt que d'arrêter les auteurs. Les conséquences diplomatiques s'accumulent. Samuel Okuzeto Ablakwa, ministre ghanéen des Affaires étrangères, qualifie les attaques de déprimantes et rappelle le rôle historique du Ghana dans la lutte anti-apartheid. Il met en garde, je cite, que ces actes regrettables n'éteignent jamais notre amour panafricain et notre solidarité. Fin de citation. Mais à force de répétition, la patience diplomatique s'épuise. Le Nigeria a déjà menacé des boycotts économiques. Des voix s'élèvent au sein même de l'Union africaine pour réclamer des sanctions. Le diagnostic est accablant. Mais ce podcast ne se veut aussi une boîte à outils. Voici 4 leviers d'action. L'arrêt Kopanang Africa contre Opération Doudoula du 4 novembre 2025 pose un cadre clair. Les pratiques de contrôle d'identité, d'intimidation et d'expulsion par des groupes non étatiques sont inconstitutionnelles. Le gouvernement doit maintenant appliquer cette décision, poursuivre le meneur et mettre en œuvre son plan d'action national contre le racisme et la xénophobie restée lettre morte pendant 5 ans. Le 20 avril 2026, plus de 150 personnes se rassemblent à Johannesburg sous la bannière de Kopanang Africa Against Xenophobia avec des pancartes « No person is illegal ». Plus courageux encore, le mouvement des habitants des bidonvilles Abalali, Base Njondolo affronte directement Opération Doudoula dans les rues de Durban, au périple de leur vie d'ailleurs. Ces initiatives citoyennes doivent être soutenues et médiatisées. La solution la plus profonde est l'éducation. Les programmes scolaires sud-africains doivent intégrer massivement l'histoire des solidarités panafricaines. Pourquoi aucun manuel ne raconte aux jeunes que la Tanzanie a accueilli Mandela? Pourquoi le rôle des Frontline States est-il effacé? L'Union africaine pourrait impulser des échanges scolaires obligatoires au sein des communautés économiques, régionales,
par exemple la CEDEAO, la SADC, EAC, car on ne tue pas celui dont on connaît le sacrifice. L'Union africaine doit sortir de sa torpeur diplomatique. Au lieu de simples condamnations verbales, elle devrait instaurer un mécanisme de suivi annuel de la xénophobie et un cadre de sanctions progressives en cas de récidive, ainsi qu'un fonds d'indemnisation pour les victimes. Protéger le panafricanisme, c'est aussi le devoir de toutes les organisations africaines. Alors, où en sommes-nous, chers auditeurs? L'Afrique du Sud brûle parce que 30 ans après la fin de l'apartheid, ses habitants les plus pauvres cherchent désespérément un coupable. Et ils le trouvent chez leurs voisins noirs, celui-là même qui a versé son sang pour leur liberté. C'est une tragédie historique et une faillite politique. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans les rues de Johannesburg, des centaines de citoyens osent encore brandir « Africa for Africans », non comme un slogan d'exclusion, mais comme un appel à partager le même ciel. Le mouvement Abalali Base Njondolo affronte les nervistes de l'extrême droite. Des femmes éthiopiennes payent les salaires de 400 Sud-Africains. Derrière donc les violences, il existe une autre Afrique du Sud, une minorité silencieuse qui n'a pas oublié. Je conclus avec les mots du ministre ghanéen Samuel Okudzeto Ablakwa. Je cite, « L'unité africaine doit rester primordiale. Que ces regrettables incidents n'éteignent jamais notre amour panafricain et notre solidarité. » Fin de citation. Le rêve de Nkrumah et de Nyerere n'est pas mort. Il est en chantier. À nous, artistes, éducateurs, journalistes, citoyens, d'en être les maçons, brique par brique, région par région. Merci d'avoir écouté le Sociosophe. N'oubliez jamais, je suis parce que nous sommes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment des rois et reines traites au continent africain ont vendu et participé à la traite négrière ou à l'esclavage atlantique et arabo-musulman. Merci et à bientôt.